Alors, la prochaine présentation, en fait, c'est le témoignage d'un producteur transformateur, M. David Plourde, directeur des ventes au développement chez Vérifruit et Bleuet Royal. M. David qui a contribué avec son cadeau à nous endormir un peu. Donc, peut-être que pour lui rendre service, on va se lever, on va s'asseoir, excusez. Levez-vous, rassoyez-vous. Après ça, on va se réveiller un petit peu pour David. S'il vous plaît, levez-vous, ça va juste réactiver la circulation. À toi, David. Suffisamment dégourdi? Parfait. Donc, merci. Bonjour, je me présente David Plourde, comme Gervais l'a dit, copropriétaire, en fait, pas propriétaire unique, copropriétaire avec mon frère Johnny, mon père Jean-Claude, des entreprises Bleuet Royal et Vérifruit que vous avez dégusté ce midi, effectivement, et d'autres entreprises, comme vous verrez en cours de la production, de la présentation, pardon. Possiblement que certains d'entre vous ont peu ou pas entendu parler de moi et de nous. Notre implication dans le milieu, c'est que on n'a pas l'habitude de courir les micros comme je le fais aujourd'hui ou de chercher les occasions de faire parler de nous. Mais quand on m'a approché, quand Pierre-Olivier m'a approché pour faire la présentation aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de venir partager notre expérience puis venir rappeler ce que certaines entreprises comme la nôtre, en fait, il n'y a pas juste la nôtre, mais entre autres comme nous, faisons dans le milieu du bleuet pour essayer de valoriser le bleuet autrement que ce qu'on a l'habitude de faire. Fait que c'est ça. Je vais commencer, mais aussi je voulais faire une petite comparaison rapidement là, avec ce qu'on connaît dans le milieu de ce qu'on voit dans le milieu de l'érable. Je sais que la comparaison est difficile à faire. Chaque industrie a leurs enjeux, comme on a, ils ont leurs enjeux eux autres aussi. Mais je lisais un article récemment sur l'industrie de l'érable qui disait que c'est environ 25 entreprises dans le milieu de l'érable qui allaient faire de la transformation de produits d'érable, qui allaient faire l'exportation dans jusqu'à une 60aine de pays. Je trouvais ça intéressant de dire que ça a des impacts non seulement sur le prix que les producteurs d'érable peuvent en retirer, mais aussi sur les emplois, parce qu'on parlait d'environ quand même 1000 emplois qui tournaient autour de ces 25 entreprises-là, pardon. Fait que je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus avant de commencer. Oups, OK. C'est changé, oui. Donc, si je commence en 2015, moi, j'étais très loin d'être impliqué à temps plein dans le monde agricole, dans le monde du bleuet. En fait, très, très loin. Je travaillais comme fiscaliste dans un bureau comptable. Et j'étais copropriétaire. Oups, j'ai cliqué. Et j'étais copropriétaire de bleuetière avec mon frère et mon père, comme on dit. Si vous vous rappelez, en 2015, c'est là que l'industrie commençait un cycle plus difficile au niveau des prix. On avait connu des prix qui avaient commencé à baisser en 2015, 2016, 2017. On s'en souvient qu'est-ce qui s'était passé. Et puis, moi, même si j'avais un emploi stable avec des bonnes conditions d'emploi, j'avais un rêve de devenir entrepreneur. Fait qu'en 2015, le timing était bon pour me pencher sur la question puis essayer de démarrer un projet d'une entreprise qui allait chercher à valoriser le bleuet autrement de ce qui se faisait à l'époque dans la congélation. Puis, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Je suis pas en train de dire que ce qui se fait dans la congélation ou les autres initiatives dans la transformation comme la nôtre sont moins bonnes. En fait, la quantité de bleuet qu'on produit, c'est certain que la congélation, c'est nécessaire. Mais je suis plutôt en train de dire que si on faisait les deux, c'est-à-dire un deuxième niveau de transformation en plus de ce qui se fait déjà, je pense que toute l'industrie serait gagnante. Donc, c'est dans cette optique-là que la réflexion s'est amorcée et que le processus d'achat d'une entreprise qui s'appelait Bleuet Godbout est maintenant Bleuet Royal. Donc, Bleuet Royal, notre entreprise, et l'évolution de Bleuet Godbout. On a fait l'achat de ça en 2015 dans ce contexte-là. Bleuet Godbout, c'est une entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était dans Charlevoix. Donc, on a été opéré pendant 1 an, nous, à Charlevoix, faire transfert des connaissances et tout ça. Puis ensuite, on a rapatrié ça ici au Lac-Saint-Jean, plus précisément à Métabetchouan. Pourquoi Métabetchouan? Pourquoi pas Dolbeau ou Albanel, d'où je suis natif puis d'où on habite encore? C'était simplement une question de disponibilité des bâtiments pour faire ce qu'on voulait à cette époque-là. Puis, Métabetchouan, ça nous rapproche aussi des marchés. Donc, quand on connaît les enjeux de transport qu'il y a dans l'industrie, c'était pas un mauvais choix non plus. Donc, après quelques années à développer et à travailler sur Bleuet Royal, on a fait face à quand même certains enjeux. Là. Toutes les entreprises ont leurs enjeux, évidemment, mais dans notre cas, qui venait un petit peu limiter le développement qu'on voulait faire de cette entreprise-là. Entre autres, on le sait, c'est une période très courte, très intense. Là, pour vous aussi, pour la majorité dans les champs, c'est certainement le cas. On est très dépendant de la météo, donc c'est du juste à temps. Là. Ce qu'on doit livrer, si on ne le livre pas à la fin d'une journée, on ne peut pas le remettre une journée plus tard à la fin de la saison.
C'est un marché très compétitif dans le sens que en pleine saison de bleuets, il y a d'autres fruits disponibles, il y a d'autres choses disponibles. Quand on pense aux fraises du Québec qui sont extrêmement populaires et qui sont disponibles dans les mêmes périodes que nous. On peut aussi penser aux bleuets du Chili, de Californie, Mexique, peu importe, Colombie-Britannique aussi, qui viennent un petit peu, se débarrasser de leur surplus sur nos marchés en pleine saison. Donc, c'est compétitif aussi au niveau du prix. Et malheureusement, pour nous, à l'inverse, c'est pas vraiment possible pour nous. Notre fruit est tellement plus fragile que de penser de nous aller en Californie ou quelque chose, c'est pas vraiment possible. Donc, ça venait limiter les possibilités qu'on avait au niveau du développement de ce côté-là. Puis là, ça, c'est sans parler d'autres défis de mise en marché. Je n'entrerai pas dans le détail, mais travailler avec les bannières d'alimentation, on l'entend souvent, c'est ainsi, c'est bien à la mode de parler de ça, fait que j'en parlerai pas plus, là, mais ils ont le marge, c'est quand même gourmand, puis pas toujours très compréhensif quand on parle de produits juste à temps. Là. La météo, c'est pas leur problème. Donc, après avoir tiré ces conclusions-là, ces apprentissages-là, je vais dire, de nos premières années dans Bleuets Royal, on en est venu à la conclusion que c'était peut-être pas avec simplement cette entreprise-là qu'on allait atteindre notre objectif de valoriser le plus de bleuets possible, mais plutôt qu'on devait s'implanter dans le marché de la transformation agroalimentaire. Le bon côté de Bleuets Royal, c'est que ça nous avait aussi permis d'apprendre certaines choses qui étaient nécessaires pour rentrer dans ce marché-là. Qu'est-ce que ça prenait pour travailler avec des bannières comme ça? Oui, tu sais, des bannières, ils ont plusieurs magasins, ça peut être du volume intéressant, mais ça vient avec d'autres enjeux. Ils sont très exigeants au niveau des certifications. Certification, on pense vite à salubrité alimentaire, mais il y en a de toutes sortes. Là, maintenant, environnement, développement durable, il y en a de plus en plus. Et aussi, ça prenait des équipements qui avaient une grande capacité de production, mais sans faire de compromis sur la qualité du produit. J'espère qu'elle était bonne d'ailleurs ce midi, la qualité du produit. Là. Mais ça prenait ça aussi. Puis ça prenait une équipe de gestion complète, donc administration, vente, marketing, maintenance, opération, contrôle qualité, toutes ces sphères-là, ça prenait des gens pour s'occuper de ça dans notre entreprise parce que c'est très demandant. Et finalement, le contact, là, c'est évidemment, comme bien des entreprises, les contacts sont très importants, contact avec les clients, contact avec les fournisseurs, les partenaires de tout genre qu'on peut avoir. Fait que, de notre point de vue, la vision d'entreprise qu'on devait bâtir, c'est ce qu'on devait travailler à mettre en place pour ultimement atteindre notre objectif de valoriser le bleuet. On aurait pu s'y prendre de bien des façons. On aurait pu focusser sur un produit en particulier. Merci. Sur un produit en particulier. Le produit qu'on a là, on l'aime bien. On aurait pu partir avec ça puis juste focusser là-dessus. Par contre, possiblement, en raison de mon passé de fiscaliste qui travaillait dans les transactions d'entreprise, j'ai plutôt eu comme premier réflexe de partir à la recherche d'entreprises qui nous apporterait, du moins, là, qui serait un point de départ qui nous apporterait une partie de ce que j'ai montré précédemment qu'on croyait avoir besoin. Donc, les critères étaient assez simples. On cherchait une entreprise qui était dans l'agroalimentaire, dans la grande distribution, donc travaillait avec les bannières, puis qui était délocalisable. Parce que pour nous, c'était pas une option on est natif d'ici de la région, puis c'était pas une option de se délocaliser. Pas seulement côté milieu de vie, mais aussi, comme j'ai dit tantôt, notre objectif, c'était de valoriser le bleuet. C'était important pour nous de conserver l'avantage qu'on se disait avoir en étant à proximité de la ressource puis de la disponibilité de la ressource. On se disait que c'était un avantage concurrentiel versus quelqu'un d'ailleurs au pays, d'ailleurs dans le monde qui voudrait faire les mêmes produits que nous. Donc, une stratégie de recherche très, très simple. J'allais dans les épiceries puis je regardais les produits-là et avec fonction de ces critères-là, je sélectionnais celles qui pouvaient être intéressantes pour nous. Et là, je faisais des appels aussi simples que « Bonjour, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez certainement pas, mais je veux juste savoir êtes-vous à vendre. » C'était aussi simple que ça. C'est assez basique comme méthode de recherche, mais ça a donné des résultats parce qu'on a eu quand même certaines réponses positives. Certaines, la majorité dans le lot ont finalement rien donné, mais au moins on en a eu une qui a donné quelque chose qui nous a permis de rentrer dans le marché de la transformation agroalimentaire. C'est une entreprise qui s'appelait Produits de nos grands-mères à l'époque, qui était située en Mauricie, plus précisément à Shawinigan, qui faisait la transformation de viande. Donc, il y avait, pour en faire des produits marinés, toutes sortes de produits. Il y avait des œufs, comme vous voyez là, des langues de porc, des saucisses, du poulet, il y avait des sauces à spaghetti, sauces barbecue, et aussi une division de mayonnaise institutionnelle pour la restauration et l'hôtel et tout ça. Donc, il y avait malheureusement, pour eux, il y avait eu un incendie qui avait tout rasé leurs installations, puis là, ils étaient en phase ils devaient rapidement se retrouver une façon de poursuivre leurs opérations ou de trouver quelqu'un pour les reprendre, sans quoi ils allaient perdre leurs clients, évidemment, s'ils ne livraient pas.
Et le propriétaire, lui, avait plus de 70 ans, donc il n'était aucunement intéressé à se relancer dans l'aventure. Puis sa relève était avec lui dans l'entreprise, mais pas trop intéressé à toutes les divisions. Ils ont plutôt décidé de garder seulement une des divisions. Et nous, on a acheté la division des viandes marinées. Donc, ça peut peut-être sembler bizarre là, comme lien avec quelqu'un qui visait à valoriser le bleuet sauvage. Par contre, c'était un point d'entrée dans le monde de la transformation agroalimentaire pour nous. Donc, comme je disais tantôt, ça nous apportait une partie de ce qu'on recherchait à bâtir. C'était une entreprise qui était en relation déjà avec toutes les bannières dans l'alimentation. Donc, c'était un point d'entrée pour nous pour bâtir notre crédibilité dans cette industrie-là, puis apprendre à travailler avec ces gens-là. Et aussi justifier des ressources à temps plein. Donc, moi-même, à ce moment-là, 2017-2018, quitter mon emploi de fiscaliste pour me consacrer au développement de nos entreprises. Donc, on a fait le rapatriement des équipements que le propriétaire avait rachetés suite à l'incendie, puis on a acheté le nécessaire manquant pour s'installer à Alma et reprendre cette entreprise-là. Oui, avec du recul, c'est certain que c'était toute une aventure, ça je peux vous le confirmer. Pour des gens qui n'ont aucune expérience en transformation agroalimentaire, puis encore moins dans la viande. Puis du jour au lendemain, on travaille ça, mais aussi on travaille avec les grandes bannières, donc c'est directement avec des clients comme Costco, exemple, avec qui on travaille du jour au lendemain. C'est certain qu'il y en a eu des nuits blanches à stresser pour X ou Y raison et angoisser, mais en contrepartie, en termes de formation accélérée, je pense qu'il se faisait difficilement mieux, là. Donc, moi, mon nom est Amélie Fortin, je suis propriétaire de l'entreprise Tapeau Ton Fruit, donc propriétaire et fondatrice de l'entreprise. Tapeau Ton Fruit, en fait, c'est une entreprise qui est située à Dolbeau-Mistassini qui œuvre dans la fabrication de soins cosmétiques. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le bleuet sauvage et entre autres ses propriétés antioxydantes pour faire des soins pour le visage, pour le corps. On a une gamme de 9 produits pour le moment. Donc, ça va par crème pour le visage, lait nettoyant, crème pour le corps, des exfoliants, des masques, toute une gamme, en fait, assez complète là, pour le corps. Pourquoi on fait des cosmétiques? En fait, c'est entre autres pour mettre en valeur la beauté naturelle des femmes, pour que les femmes utilisent nos cosmétiques puis qu'ils s'offrent un moment à elles, que les femmes puissent se trouver belles en utilisant nos cosmétiques. C'est sûr que nous, en tant qu'entreprise, aussi au départ de l'entreprise, ça aurait été beaucoup plus simple, évidemment, de s'installer dans des grands centres comme à Montréal, par exemple, pour la proximité qu'on avait avec les laboratoires, la proximité avec nos fournisseurs de matières premières, ces choses-là. Mais pour nous, c'était très important, en fait, de revenir s'installer ici. Puis je dis revenir parce qu'à ce moment-là, j'habitais pas dans la région. Mais j'ai décidé de venir implanter l'entreprise vraiment à Dolbeau-Mistassini parce qu'évidemment, oui, on met en valeur le bleuet sauvage puis je voulais me rapprocher de ma matière première, si on veut, mais aussi parce que c'était important pour moi d'avoir une entreprise à Dolbeau-Mistassini, de faire une différence dans mon milieu avec mon entreprise, parce que oui, on peut faire une différence en tant que personne, mais je pense qu'aussi en tant qu'entreprise, on peut avoir une énorme différence au niveau de l'achat local, donc pour moi, c'était vraiment important. En tant qu'entreprise locale, on essaie de toujours soutenir notre milieu le plus possible. Évidemment, on est une jeune entreprise, donc on y va dans ce qu'on peut faire. Souvent, l'alternative qu'on va avoir, c'est qu'on va offrir des produits, donc pour des causes ou pour plein de choses, en fait, qu'on trouve important. Donc, c'est sûr que de soutenir nos organismes, soutenir les causes ici, ça reste excessivement important pour nous dans la mesure du possible. L'achat local, en fait, c'est un peu de développer le réflexe de penser localement à qu'est-ce qui s'offre à nous quand vient le temps de consommer quelque chose, que ce soit un produit ou service, peu importe, mais de vraiment avoir cette habitude-là, ce réflexe-là de penser localement. Parce qu'on a vraiment une très belle offre ici, mais parfois, il faut prendre le temps de la connaître aussi, cette offre-là. C'est que si on veut continuer à avoir une belle offre ici, dans notre milieu, bien, il faut l'encourager, il faut y participer. Parce qu'après, c'est une roue qui tourne aussi. Si on ne consomme pas ici, bien, l'offre va diminuer. Plus l'offre va diminuer, moins on va avoir envie de consommer ici. Et c'est une roue sans fin, selon moi. Donc, je pense que c'est ça, c'est excessivement important. En consommant local, on achète directement, on contribue directement au projet de quelqu'un. Que ce soit quelqu'un qui décide d'ouvrir une toute nouvelle boutique, quelqu'un qui décide d'ouvrir une bannière, quelqu'un qui décide d'ouvrir un restaurant, d'offrir un nouveau service. En consommant ou en achetant dans ces endroits-là, en fait,
participe concrètement à la réussite du projet de la personne, en fait, de l'entrepreneur derrière. On le sait que le temps des fêtes, c'est une période excessivement importante pour beaucoup d'entreprises d'ici, beaucoup d'artisans d'ici. Donc, je vous invite à développer ce réflexe-là, puis à acheter local vos cadeaux. Puis en achetant local, ce qui est beau avec ça, c'est que vous n'allez pas seulement faire un cadeau, vous allez en faire deux parce que vous allez en offrir un à la personne à qui vous offrez le cadeau, mais vous allez aussi en faire un à la personne à qui vous procurez le cadeau. Donc, c'est super positif. Au final, on fait deux cadeaux à la fois, puis ça fait plaisir à tout le monde. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. Le secteur forestier t'intéresse et tu veux bien gagner ta vie en relevant de nombreux défis? La formation en aménagement de la forêt offerte au CFP du Pays des Bleuets est ce qu'il te faut. Nos futurs techniciens sont formés en géomatique. Ils apprennent à délimiter des parterres de coupe ainsi que les voies d'accès pour s'y rendre. Ceux et celles qui ont le goût de superviser les travaux sylvicoles et faire des inventaires forestiers développeront également les compétences nécessaires à cette fonction. Cette formation, réalisée en moins d'1 an, donne toutes les qualifications requises en mesurage des bois. Tu pourras ainsi répondre à l'importante pénurie de personnel qualifié des entreprises forestières. Si tu veux en connaître davantage sur le DEP en aménagement de la forêt pour éventuellement devenir un acteur clé du développement forestier durable, rends-toi sur notre site au www.toncfp.com. Au CFP du Pays des Bleuets, 1 à 1, on forme des pros. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Ensuite, on a entrepris parallèlement, on a entrepris en 2020 2 autres grands projets en parallèle. C'est rechercher une autre entreprise qui nous permettrait de solidifier notre position dans l'industrie, de justifier encore plus de ressources, parce que là, j'étais relativement encore seul dans l'entreprise, et de justement bâtir une équipe solide qui serait prête à développer pour le futur, puis encore développer l'entreprise qu'on voyait au départ dans notre tête. En parallèle, on faisait aussi le lancement d'une nouvelle marque, qui est la marque que vous avez dégustée ce midi. Donc, on travaillait sur le lancement de cette nouvelle marque-là avec comme objectif de finalement l'avoir, notre marque, qui allait nous permettre d'en commercialiser des produits à base de bleuets sauvages. Donc, en 2020 et qui s'est complété en 2021, j'ai repris la même méthode. Écoutez, elle avait fait ses preuves en 2017-2018. Donc, je suis reparti, j'ai reconstruit une liste, j'ai fait des appels. Et encore une fois, j'ai eu une réponse positive d'un propriétaire d'entreprise l'entreprise s'appelait Nasuco Canada Inc. Là, le nom en tant que tel vous dit possiblement rien, mais c'est une entreprise située à Brossard qui faisait de la transformation, faisait de la production de sucre à crème et fudge, principalement sous la marque Laura Sécor. Le propriétaire, encore là, il n'y avait pas eu d'incendie dans son cas, mais il approchait quand même 70 ans puis il voulait prendre sa retraite après plus de 40 ans quand même à développer son entreprise. On a commencé à travailler ça, puis pour toutes sortes de raisons, ça a repris un petit peu plus de temps dans ce cas-là, conclure une transaction, mais fin 2021, on va dire, on a complété l'acquisition de Nasuco Canada Inc. Dans le cas de cette transaction-là, ce qui nous apportait, premièrement, on se rapprochait quand même déjà un petit peu plus de quelque chose qui était ce à quoi on aspirait en rentrant dans le monde de la confiserie, dans une nouvelle catégorie, donc les nouveaux contacts et tout ça. Et aussi, intéressant dans ce cas de cette entreprise-là, c'est que la distribution était faite pas seulement à l'échelle québécoise, mais plutôt à l'échelle nationale. Donc, à travers du Canada, on acquérait d'autres contacts, puis on apprenait à connaître aussi le milieu de l'épicerie hors Québec, parce que ça fonctionne de manière bien différente au Québec. Et encore une fois, je reviens souvent avec ça, mais c'est souvent le fil conducteur de nos affaires, c'est qu'on ajoutait des ressources clés pour bâtir l'entreprise qu'on voulait ultimement avoir. Comme j'ai dit tantôt, en parallèle, toujours en 2021, là, ça chevauchait 2021-2022, on travaillait au développement de la marque Vérifruit. Ça a finalement abouti en 2021, puis on a lancé Vérifruit avec la gamme de fruits congelés enrobés de chocolat, donc les bleuets, évidemment, qui est notre emblème qu'on aime toujours mettre de l'avant.
et aussi des fraises puis des framboises pour avoir plus, on va dire plus d'exposure. Désolé pour l'anglicisme, d'exposition. Grâce à ce qu'on avait développé au fil des années, c'est-à-dire nos contacts, les certifications dont disposaient maintenant nos usines, notre capacité de production, notre équipe de gestion multidisciplinaire, on était capable d'obtenir des listings, des référencements, je ne sais pas comment le dire en français, plus rapidement dans les bannières d'épicerie que si on était parti de zéro. Ce qui est déjà, en tant que tel, là, avoir des listings chez Metro et chez EGA, c'était déjà un beau succès pour une entreprise en démarrage comme Vérifruit. Ça s'est fait rapidement grâce à toutes ces synergies-là qu'on a réussi à mettre en place au travers du temps. Puis, c'est aussi ce qui nous fait penser que dans le futur, ces synergies-là, on va pouvoir maintenant accélérer le développement de ces projets-là. Ça a peut-être été un long détour pour en arriver là en 2021. Quand on dit qu'on a commencé en 2015, comme j'ai dit, on aurait pu s'y prendre autrement. On aurait pu partir de zéro puis avoir une idée de produit, la développer. L'avantage de le faire comme on l'a fait, on considérait que ça allait être, si ça fonctionnait évidemment, ça allait être un chemin plus rapide pour le faire. Par contre, le désavantage, c'est que ça venait avec un risque financier et une prise de risque plus importante évidemment. Maintenant, en 2022, encore là, ça chevauche 2021, mais 2022, comme quoi que le timing était bon, Nasuco, l'entreprise de sucre à crème, avait besoin d'une nouvelle installation parce que c'était à Brossard, comme je l'avais dit, le bail se terminait en cours d'année. Donc, il fallait relocaliser l'entreprise. Puis notre idée, ça n'a jamais été de déménager à Brossard. Moi, j'ai été passé 4 mois là-bas pour faire la transition, puis c'était déjà en masse. Donc, notre idée, c'était de rapatrier ça ici. On avait besoin d'un local, puis Vérifruit, à qui on voulait donner plus d'envergure, plus d'ampleur, avait aussi besoin de plus d'espace. Donc, on a entrepris la construction d'une nouvelle usine qui s'est complétée en juin 2022. Donc, une usine qui a des certifications ACEP, qui a des licences fédérales et que maintenant, on est prêt à produire d'autres choses dans cette usine. Et là, attendez. Donc, comme j'ai dit, c'est grâce à tous ces points-là qu'on a réussi à bâtir ça, puis qu'on est optimiste pour l'avenir, puis qu'on pense que ça va nous permettre de faire voyager les produits, de créer plus de produits, puis de les faire voyager beaucoup plus loin que si on était resté simplement sous la forme de bleuets frais. C'est certain qu'on va avoir d'autres enjeux dans le futur, c'est inévitable. En fait, je ne sais pas lesquels, mais si je le savais, ce serait trop facile, là. Fait que c'est certain qu'on va faire face à d'autres, mais je considère qu'on est justement mieux organisé en 2022 pour le faire que si on l'avait en 2024 puis qu'on s'est lancé en 2022-2021, c'est Vérifruit. Je considère qu'on était plus prêt qu'on l'aurait été en 2015 si on l'avait fait tout de suite au départ. Possiblement que si on avait entendu en 2024, on serait encore plus prêt, puis que si on attendait jusqu'en 2030, ce serait génial. Mais je considère qu'en 2021, on était prêt pour le faire, puis qu'aujourd'hui, ça donne un résultat relativement intéressant. Ça fait le tour pour notre histoire. Écoutez, j'espère que ce court témoignage vous donne envie de comme moi, comme nous, de croire que l'industrie gagnerait à ce qui est plus d'entreprises qui fassent la transformation. Comme j'ai dit, c'est pas un ou l'autre, mais plutôt que plusieurs en fassent. Je comprends là, que c'est pas pour tout le monde une aventure comme ça. Là. Moi, je le sentais dès le départ que j'étais fait pour ça, mais je comprends que c'est pas pour tout le monde, c'est bien normal. Mais si au moins ça peut vous donner, on va dire, un petit sentiment de fierté et de conscience de ce qui se fait autour, c'est déjà ça de gagner. Puis je pense que aussi, si ça peut faire, là, je vais utiliser un cliché, là, mais de faire de nous tous un peu des ambassadeurs, des fiers représentants des produits qui se font et qui se feront dans le bleuet, parce que je parle de notre marque aujourd'hui. Là, évidemment, je suis là pour parler de nous, mais on n'est pas les seuls qui en faisons. Puis on ne sera certainement pas les seuls dans le futur, je l'espère. Donc, si ça peut au moins avoir apporté ça, ben c'est tant mieux. Michel Perrault.
président de la compagnie des Composantes du Lac Incorporée, Batterie Expert. Composantes du Lac Incorporée, c'est une compagnie au départ qui est une compagnie de distribution électronique et informatique. Depuis près d'une quinzaine d'années, on a la bannière aussi Batterie Expert. Pour ce qui est de la partie distribution, c'est des produits d'électronique et d'informatique qu'on distribue. Pour ce qui est de la partie Batterie Expert, on entend par là batterie, bien entendu, panneaux solaires, énergie renouvelable, tous les accessoires qu'on peut avoir besoin pour le 12 volts. Je m'appelle Jonathan Gosselin. Ça fait 14 ans que je travaille pour la Composante du Lac et Batterie Expert. Puis ça fait 2 ans que je suis associé. Je m'occupe aussi de faire l'installation des systèmes solaires en forêt. On se déplace partout dans la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut dire qu'on donne des services un peu partout. C'est important d'acheter local pour encourager notre communauté, nos petites entreprises. C'est pas compliqué, moi, ça se résume à une phrase. L'achat local, c'est donner au suivant. C'est aussi simple que ça. Si on regarde tout ce qui se passe ici en ville, vous regardez autant côté sportif, communautaire, social, il y a toujours des commanditaires en arrière de tout ça. Et la majorité du temps, c'est vos commerçants, vos entreprises locales qui sont là, qui aident à dynamiser la municipalité par les festivals, les équipes de hockey, les équipes de balle. Vos marchands sont toujours là en arrière de vous pour ça. Fait que donner au suivant, ça veut dire que quand vous venez encourager vos marchands, peu importe le marchand ou l'entreprise en ville, bien, vous encouragez aussi le dynamisme de la municipalité par toutes les activités qu'il y a dans la municipalité. Si vous faites l'achat en ligne, c'est sûr que vous n'aurez pas le même service qu'en magasin. Nous, on s'efforce de donner le meilleur service à tous les jours. Les commerçants, comme les entrepreneurs, c'est sûrement des personnes passionnées par le commerce. Ils sont là pas juste pour faire une vente et avoir un chiffre à la fin de la journée. Ils sont là parce qu'ils aiment faire du commerce, ils aiment vous servir, ils aiment donner du service. Puis du service après-vente, on sait comment c'est important aujourd'hui. C'est souvent plus important que le prix payé. J'en profite aussi pour vous inviter à penser à vos commerces locaux pour vos achats des fêtes, bien entendu, mais vos achats aussi tout au long de l'année. On est là toute l'année pour vous. L'achat local, c'est un gros plus pour nous.